nouvel épisode de Demain est durable. J'ai le grand plaisir d'accueillir Marc-André Sellos. Comment tu vas, Marc-André? Ça va, hein. C'est le début des vacances. C'est important. Merci du coup d'avoir prendre du temps pendant ce début de vacances. Très heureux, très content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui de pas mal de sujets, notamment de ton livre que j'ai pu recevoir il y a quelques temps et que j'ai pu lire également. On va en parler bien entendu aujourd'hui. Hop, qui est juste là si vous êtes sur YouTube, Nature et préjugés, qui est un livre, je mettrai bien entendu la description. L'objectif du, de l'échange aujourd'hui, ça va être justement pouvoir parler de ce livre, parler plus globalement des activités plus précisément. Ce livre, c'est pour ça que j'ai aussi aimé, je voulais aussi en parler aujourd'hui. C'est vraiment un peu une leçon, une notice, on va dire, pour mieux habiter notre monde. Et ça va être l'objectif aussi d'aujourd'hui, de comprendre un peu notre monde devant nos yeux. Là, on est, au moment où on enregistre, on est au lendemain des résultats des élections législatives. Donc voilà, on a un monde qui change, qui évolue, qui peut être difficile à comprendre. Et l'objectif, ça va être de pouvoir reprendre un peu de hauteur, comprendre surtout notre rôle et notre manière de vivre par rapport à cette nature, mieux comprendre cette notice et adopter, bien entendu, des actions conséquentes par rapport à tout ça. Euh, J'espère que l'agenda te plaît, Marc-André. Et avant de démarrer, je te propose de te présenter. Donc, qui es-tu? Alors moi, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Ça veut dire que je fais de la recherche et de l'enseignement. J'enseigne d'ailleurs surtout à des gens qui préparent les concours d'enseignement, même si j'enseigne aussi à de futurs chercheurs. J'enseigne surtout à des futurs professeurs de biologie. Mais j'enseigne aussi dans plusieurs universités à l'étranger et puis aussi dans des écoles comme HEC, Sciences Po. Enfin, j'enseigne partout où on peut porter la bonne parole en dehors du domaine de la biologie aussi. Et bon, mon activité de recherche, elle vise à comprendre avec les équipes que j'ai d'une part à Paris et puis d'autre part aussi à l'université de Gdansk en Pologne et également à l'université de Kunming en Chine. On s'intéresse à des champignons du sol qui aident les plantes à se nourrir. C'est-à-dire qu'ils vont en quelque sorte faire les courses pour elles, vont chercher de l'eau et des sels minéraux en échange de sucre que leur donne la racine, et qui a aussi un effet protecteur contre les agressions du sol pour la racine. Voilà. Donc ça, c'est l'activité de recherche, c'est de l'écologie des microbes en fait, hein, et qui peut se décliner, et qui se décline effectivement dans nos travaux des fois par des recherches dans les agrosystèmes, c'est-à-dire dans les écosystèmes productifs de nourriture, ou pour être plus anecdotique, mais pour donner un exemple de ces champignons, dans les écosystèmes truffiers, parce que la truffe fait partie de ces champignons associés aux racines des plantes, en l'occurrence des arbres. Et on n'a pas de truffe sans les plantes auxquelles elle est associée. Alors pour terminer, le choix d'être au muséum, c'est que en plus des missions d'enseignement et de recherche qui sont communes avec les professeurs des universités, nous avons également, et ça c'est important pour moi, des missions de vulgarisation et d'expertise pour l'État et ou pour les collectivités territoriales. Et c'est quelque chose qui me paraît très important, c'est de pouvoir exporter la connaissance scientifique vers la société. Qu'il y en ait l'utilisateur terminal, hein, donc il faut vraiment livrer la chose jusqu'à la société. Et ça permet aussi de rentrer dans des débats sociétaux et des problèmes d'actualité, bon, dont on va reparler, mais Ouais, qui exactement. marquent bien le fait que la science n'est pas assez utilisée. Exactement. On va bien entendu en parler aujourd'hui, pour un peu vulgariser au maximum ce sujet. Alors, bien entendu, on pourrait faire de nombreux épisodes avec toi, Marc-André, hein, sur plein de thématiques différentes, vu la quantité de tes expertises et la pluralité, la diversité de sujets avec lesquels tu es expert sur ça. Mais d'abord, je voulais du coup parler plus concrètement de l'homme, pour partir un peu de la base, et surtout du lien avec la nature. Comment est-ce que tu peux nous, nous faire un peu un portrait de la manière dont l'homme considère la nature dans l'histoire, pour repartir de la base? Alors, bon, moi je suis pas un spécialiste de la diversité de ces approches, mais on trouvera dans les travaux de Philippe Descola des descriptions beaucoup plus universelles et qui mettent en relief la diversité de ces approches. Ce que je sais, c'est que nous, occidentaux, on s'est cru un peu affranchis de la nature, à la fois parce que nous en sommes le maître et possesseur, c'est une idée qui court finalement de la Bible jusqu'à la pensée classique, hein, avec Descartes. L'homme maître et possesseur de la nature, l'homme qui finalement a un jardin qui est construit pour lui et qui n'est qu'un jardin. Alors ça autorise finalement à tous les excès productivistes, sans se,
préparer à l'idée que c'est quelque chose qui existe en soi-même et que il y a des contraintes pour que le jardin soit productif. Il y a aussi tout un tas d'idées sur le fait que l'homme est hors de la nature, puisque de toute façon, il n'a pas été fondé avec le reste de la nature. Hein, c'est toutes ces mythologies qu'on n'a d'ailleurs pas que en Occident, hein, où l'homme est produit par la divinité séparément du reste du monde, ou après le reste du monde pour en quelque sorte l'habiter. Et puis on a des mythes aussi de l'époque qui là remontent à l'époque classique, où la nature, si elle n'est pas gérée, elle va mal. Alors c'est un peu des contreparties de ce qui précède, mais en gros, la nature spontanée, c'est le bordel. C'est un peu ce que nous dit Buffon, par exemple, hein, qui a des pages assez éloquentes sur ce que c'est que la nature quand l'homme n'y intervient pas. On va saupoudrer tout ça avec un petit peu de dessin animé de Walt Disney, un petit peu de contes pour enfants avec les loups qui mangent le petit chaperon rouge. Et qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Quelques terreurs spontanées. Enfin bon, bref, c'est le bordel. Et puis alors, oui, alors le petit complément, mais vraiment le moment où on essaie de sauver le truc, mais alors vraiment de façon pusillanime, c'est une petite heure de SVT par semaine au collège et au lycée, rien en primaire. Terminale et première, ça devient optionnel. Donc les SVT, c'est les sciences de la vie de la Terre. C'est ce qu'on appelait de mon temps les sciences naturelles. C'est ce qu'on appelait au moment de la fondation du Muséum national d'histoire naturelle. L'histoire naturelle, c'est comprendre comment ça marche. C'est pas raconter juste une histoire. Hein. C'est pas des machins pour enfants. Non, 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 non. C'est bien regarder analytiquement, attentivement ce qui se passe. Avant de couiner sur la théorie et les grandes idées, on regarde bien, on raconte. Et quand on a bien vu comment ça marchait, là on commence à bâtir des expériences pour comprendre comment ça marche, des représentations globales avec des théories unificatrices comme la théorie de l'évolution ou les règles de l'écologie ou la théorie de l'hérédité. Et donc, ce savoir-faire d'observation et de compréhension de ce qui se passe autour de nous en soi, eh bien oui, c'est 1 heure par semaine, certaines années. Donc j'insiste, hein, comme ils viennent d'abord et qui sont beaucoup plus impactants, les dessins animés de Walt Disney, c'est quand même la belle, bonne, solide source qu'on a pour comprendre la nature. Bien Voilà. sûr. C'est Donc en très, fait, on est passé avec notre bite et notre couteau et ben ça marche pas quoi. Je veux dire, il y a qu'à regarder les crises sanitaires et environnementales où nous sommes plongés pour voir que ben on a finalement fait des trucs qui marchaient à court terme, hein, mais je pense au labour, je pense à manger sucré et gras. Mais en fait, à long terme, ça marche pas du tout. Alors pas du tout, du tout, du tout. tu parlais du coup de la manière dont l'homme un peu la manière dont on considère la nature maintenant, la manière dont on l'approche, on la comprend avec très peu de cours des Walt Disney qui en effet sont peut-être une source, une source en tout cas qui est prise en compte parce qu'elle elle est mise en avant sur notamment la nature, mais concrètement sur euh, l'évolution un peu. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé justement dans cette situation-là à ne plus trop parler de nature ou justement à réduire un peu pas cette connaissance, mais réduire le temps d'approfondissement de cette connaissance? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est uniquement dans notre type de société? Est-ce que c'est plus global? Est-ce que tu as une analyse un peu là-dessus? Alors, c'est difficile pour moi de parler de civilisation que je connais mal, mais je sais qu'il y a des représentations du monde animistes, par exemple, où la nature est beaucoup plus incarnée, où l'homme fait partie de d'entités qui l'englobent ou avec lesquelles au moins il y a des liens aux entités naturelles beaucoup plus structurés intellectuellement. Moi, je connais mal ces modes de pensée. Je sais que le nôtre, il est lié à une représentation du monde où l'homme est au-dessus du monde et apparaît au-dessus, on va dire, d'une part. Et puis aussi dans la modernité, et ça c'est un problème qui court à l'échelle globale, hein, puisque le modèle occidental, il y a belle lurette qu'il est plus que occidental. Il y a cette distance à la nature. On dit que la distance à la nature spontanée ou à l'endroit de nature spontanée le plus proche, elle est de 16 km en moyenne pour les Français, parce qu'on est de plus en plus citadins et que nos villes sont de plus en plus grandes. C'est une distance qui a augmenté de 640 mètres à l'échelle du globe entier, à l'échelle terrestre, pour toutes les populations terrestres, 640 mètres en 20 ans. C'est donc quelque chose qui est assez inquiétant parce que ce que l'on voit en réalité, c'est que rien dans notre façon de vivre nous rappelle la nature. Et on aboutit à des choses assez consternantes parce qu'elles n'ont pas de sens.
comme cet étudiant qui se lave les mains frénétiquement avec du gel hydroalcoolique après avoir touché la feuille de pêcher que je lui ai donnée pour qu'il observe la structure de la nervation. Et donc il l'a observé, il l'a regardé et il l'a acheté. C'est un étudiant qui va devenir prof de biologie. Donc c'est quelqu'un qui a une formation de biologiste et qui utilise du gel hydroalcoolique après avoir touché une feuille de plante. Ça résume, c'est assez anecdotique, mais ça résume le fait que culturellement aujourd'hui, on est souvent né très loin, même d'ailleurs pour les néo-ruraux, hein, on est né et éduqué très loin de la nature et ça nous aide pas à récupérer les billes. Et puis, de toute façon, il y a aussi tous ces enseignements de méthodes qui ne marchent pas à long terme, mais auxquels nous croyons beaucoup. Que ce soit, une fois de plus, des choses comme le labour, la désinfection des surfaces ménagères. Or, c'est complètement passe. À long terme, le labour détruit les sols, la désinfection des surfaces ménagères, ça fait qu'on est tous tellement dépourvus de microbes dans nos microbiotes intérieurs, tubes digestifs, peau, qu'on commence à être exposé à des maladies qui viennent du fait que les fonctions régulatrices de ce microbiote, de cet ensemble de microbes, pardon, cet ensemble de microbes qu'on appelle le microbiote, ne fonctionnent plus. Donc, oui, c'est ça, il y a la propagation de traits culturels, même si on veut parler techniquement, qui fige complètement cette, ces pratiques qui sont à l'opposé de ce que recommanderait aujourd'hui une connaissance du vivant. Du coup, c'est un peu des additions de- d'une évolution un peu culturelle, du coup, qui nous fait arriver à ce niveau-là, en fait. Je dois un peu résumer. Oui, c'est ça, c'est une des choses que j'aborde dans le livre, c'est que Ouais. nous sommes le produit d'une double évolution. Nous sommes d'abord le produit, bien sûr, d'une évolution biologique. Cette évolution biologique nous a façonnés et elle a façonné, par exemple, la couleur des peaux, hein, qui sont plutôt sombres sous les tropiques parce qu'il faut éviter les cancers de la peau, il faut se protéger des UV, mais qui, chaque fois que l'humanité est remontée vers le nord, les peaux se sont éclaircies parce que là, il n'y a plus de risque de cancer de la peau. Mais en revanche, il y a un risque qu'il ne pénètre pas assez d'UV dans la peau pour aider à synthétiser la vitamine D. Une synthèse qui demande un peu à l'intérieur des tissus superficiels de notre organisme, qui demande un petit peu d'ultraviolet. Donc, alors là, il faut que la peau soit plus claire pour faire assez de vitamine D. Alors, le bilan, c'est que les Afro-Américains ont 2 à 3 fois moins de vitamine D qu'ils ne devraient. Parce que leur peau n'est pas adaptée du tout aux latitudes septentrionales, tandis que, au contraire, les anglo-saxons qui vivent en Australie, ils ont 2 à 3 fois plus de cancer de la peau que les aborigènes. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des crèmes solaires ou compléter son alimentation en vitamine D, hein. Justement, ça, c'est des choses culturelles qui permettent de s'adapter. Mais ça veut dire qu'on a quand même une couche biologique au fond de nous qui est déterminante. Et puis, aujourd'hui, l'essentiel de notre évolution, c'est l'évolution culturelle. Je veux dire, quand arrive la peste noire, on s'aperçoit qu'en fait, ceux qui survivent, c'est ceux qui sont adaptés à développer des formes de peste noire limitées. Donc, il meurt en Europe pendant la peste noire entre le XIIIe et le XIVe siècle, il va mourir entre 30 et 50% de la population, et ceux qui restent sont plus résistants. Adaptation par une évolution biologique. Quand arrive la Covid, on se terre, c'est le confinement, alors c'est pas très drôle. Rapidement, on comprend qu'il faut mettre des masques. Au passage, on comprend aussi que le gel hydroalcoolique ne sert à rien contre la Covid. Ça, c'est pas encore vraiment. Quand je regarde les espaces publics, il y a encore des gels hydroalcooliques, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, on a le vaccin. Et donc, en fait, quand arrive la Covid, là, c'est l'évolution culturelle qui nous sert à contourner l'obstacle. On est comme ça, et l'évolution culturelle, ça se passe beaucoup plus vite. C'est une forme d'évolution, hein. Il y a des choses, il y a des essais, puis ce qui marche reste, c'est la sélection. C'est une forme d'évolution et qui va beaucoup plus vite que l'évolution biologique et qui nous construit. Mais ce qui est marrant, c'est que justement, alors même qu'on est les produits d'une évolution culturelle et d'une évolution biologique, plus d'une évolution bioculturelle, du genre, pour donner juste un exemple, dans les endroits où on a des vaches et on les traite pour avoir du lait, on a sélectionné des adultes capables de boire du lait. Parce que vous avez peut-être l'impression que les gens qui sont intolérants au lactose, c'est bizarre. Mais en réalité, ce qui est bizarre, c'est surtout chez les mammifères des adultes qui sont capables de digérer le lait. Et notamment de digérer le lactose. C'est ça l'anomalie. Bah oui, mais c'est dans les endroits où on avait du lait, on a sélectionné des adultes capables de boire du lait. Voilà, c'est tout simple. Et c'est un moment où nos traits culturels, avoir des vaches, les traire et boire du lait, sélectionne des traits biologiques. Digérer le lactose à l'âge adulte. C'est génétique, ça. Alors, tout ça pour dire que nous sommes produits d'une évolution culturelle, d'une évolution biologique et d'une évolution qu'on appelle bioculturelle, où les traits culturels sélectionnent des traits biologiques.
Et vous savez quoi? Bah, tu sais, Antoine, que l'homme, pour lui, l'évolution, c'est une toile de fond, vague toile de fond. La plupart des gens acceptent, d'autres n'acceptent pas. Accepter ou pas accepter tient plus du dogmatisme et en tout cas ne tient pas de la pratique. À aucun moment, nous n'utilisons l'évolution pour arriver à comprendre ce que nous sommes et où nous pouvons aller. Et c'est comme ça que les médecins continuent à lutter contre la fièvre, alors que c'est un produit de sélection naturelle. C'est le meilleur antiviral qu'on ait. C'est comme ça que les médecins continuent à lutter contre l'anémie chez les femmes enceintes, alors que c'est une façon de se protéger des maladies. Alors bien sûr, il y a des niveaux de fièvre ou des niveaux d'anémie où il faut intervenir, hein, c'est pas le problème. Mais quelque part, on n'utilise pas du tout ce qui nous a construit évolutivement, et surtout, quand il s'agit de lutter contre des microbes, eh ben, ça marche pas. On ne tient pas compte de leur évolution et donc ils deviennent résistants aux antibiotiques. Résistance aux antibiotiques, hein, c'est quand même 150 000 cas par an en France et 25 000 morts par an en Europe. C'est énorme. Et en 2050, on s'attend à ce que ce soit entre 10 et 60 millions de morts à l'échelle globale. Tout ça parce qu'en fait, comme on ne gère pas l'évolution des microbes, quand on donne des antibiotiques, on sélectionne des résistances. Point. Alors c'est pareil aussi d'ailleurs en agriculture. Tout ce qu'on pourrait faire mieux, j'en parle un peu dans le livre, hein, parce qu'il y a aussi des exemples charnus de qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux derrière en utilisant une vision de l'évolution. C'est-à-dire, en fait, si on fait un pas en arrière, hein, l'évolution, c'est se dire qu'on s'inscrit dans un temps et que ce temps est un temps de changement. Donc c'est une sorte de pas en arrière et d'oublier ce qu'on voit à un moment donné et essayer de se dire d'où ça vient et où ça va. D'où ça vient, pourquoi par exemple toutes les femmes enceintes ont une anémie, une réduction de la quantité de fer circulant dans le sang. Où ça va, c'est bien qu'aujourd'hui je gagne contre les microbes en ayant des antibiotiques, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Eh bien, cette inscription dans le temps et dans un temps qui change en permanence, ne fût-ce qu'à cause de l'évolution des autres organismes, on n'arrive pas à la faire. Et pourtant, on a un outil qui est la théorie de l'évolution, mais non, non, non. D'ailleurs, elle reste enseignée comme une théorie dans un coin au lycée, et elle n'irrigue absolument pas les études d'agriculture ou de médecine. Le résultat, il est là. Et c'est aussi une façon de nier notre rapport au monde que de nier que nous sommes en évolution comme le reste du monde. Oui, c'est en gros prendre un peu notre version actuelle, euh, l'aider avec des- des éléments externes, type voilà, antibiotiques, etc., sans prendre ces exemples-là, et nier le fait qu'on évolue et qu'en fait notre corps, notre manière de faire, que ce soit culturelle ou biologique, dont on parlait juste avant, nous fait évoluer, nous fait combattre certains microbes, nous fait prendre plus de galons et nous fait évoluer plus concrètement. Et donc en fait le fait de gommer un peu cette prise de hauteur fait que concrètement on fait un peu une balle dans le pied pour le futur. C'est un peu ça le sujet, que ce soit par rapport à notre relation à la nature ou plus globalement par rapport à la manière dont on vit au quotidien. Oui, y compris d'ailleurs entre nous, hein, parce que même si les relations entre les hommes et les femmes sont largement construites culturellement, ça c'est vrai. Il serait tout aussi faux de nier qu'ils sont construits culturellement que de nier qu'ils sont aussi construits biologiquement. La tendance des hommes à harceler les femmes, c'est quand même quelque chose qui transcende les espèces vivantes. Je cite notamment dans le livre les moineaux et les dauphins, qui sont des animaux bien sympathiques. Nous, les mâles, sont de putains d'emmerdeurs de femelles, parce que, alors c'est vrai que chez nous, ça joue moins dans ce sens-là maintenant, mais nous sommes issus d'un passé qui est aussi le passé des dauphins et le passé des moineaux et puis d'un insecte que je vais décrire après, où en fait, plus un mâle arrive à avoir des relations sexuelles avec une femelle, plus il a de descendants. Donc s'il a des traits génétiques qui le poussent à ça, eh ben, il se met à avoir des comportements effectivement intrusifs pour forcer les femelles à avoir des descendants. Et ça, c'est vraiment important, hein, parce que les femelles, elles sont limitées par la quantité de nourriture qu'elles ont pour faire des petits. Par définition, les femelles sont celles qui investissent le plus. Il suffit que tu regardes dans l'espèce humaine, Antoine, tu verras, 9 mois de gestation, l'allaitement, bon, c'est quand même bon. Donc elles sont limitées par les ressources. Mais les mâles, eux, un descendant leur coûte qu'une fécondation en fait. Alors on n'est pas obligé de se barrer après, hein. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, plus on a de relations sexuelles, plus on risque d'avoir des descendants. Et donc on est tous, nous, animaux, et d'une façon générale toutes les espèces où les sexes sont séparés, le sexe mâle, il est sélectionné pour avoir un maximum de relations sexuelles. Et ça aboutit à des situations qu'on ne veut pas culturellement, mais si on nie que la racine est biologique, eh bien,
on va pas bien lutter contre. On va dire non, c'est mal. Non, c'est pas mal. Enfin, si, c'est mal, mais ce qui est mal, c'est pas, c'est quelque chose qui est inscrit profondément en nous et qui est un risque qu'on a tous. Donc, il faut dès le début se dire, bah voilà, on a ces ombres venues du passé, il faut qu'on les gère. On peut pas balayer tout d'un revers de main en disant non, non, c'est culturel. Pas du tout. Peut-être parfois la culture renforce ça. Quand je suis né en France, le crime passionnel était une circonstance atténuante. Comme par hasard, hein, c'était que les hommes. Bon, ça c'est honteux et c'est un renforcement culturel d'un trait biologique. Mais il faut comprendre d'où on vient biologiquement. Et alors, cette question-là, elle est très aiguë, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre sexualité est complètement construite socialement, c'est-à-dire qu'elle est complètement culturelle. Ça, c'est aussi faux que de dire le contraire. Bon, déjà, d'un point de vue théorique. Deuxièmement, opérationnellement, bah, on ne sait pas trop contre quoi on lutte. On ne dit pas aux jeunes garçons qu'ils ont quelque chose qui sommeille en eux et qui peut nuire aux femmes. D'ailleurs, dans le livre, j'évoque la réciproque, hein. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais il y a aussi des traits de la féminité qui sont pas très bons pour la masculinité. Je donne juste un chiffre pour ça. Il naît 105 filles pour 100 garçons. Mais ça, c'est une sélection naturelle qui compense des choses qui arrivent aux garçons à cause des préférences sexuelles des filles. Donc ça, c'est aussi un truc biologique, hein, et ce serait bien qu'on soit au courant de ça, parce que quand même, là, ça tue quand même 5% des garçons. Et du coup, alors à l'âge de reproduction, on arrive à 100%. Donc il y a au fond de nous des couches de sélection biologique qui construisent des choses extrêmement quotidiennes. Et on ne peut pas nier que ce soit biologique. Et alors qu'on ne vienne pas me dire, c'est le reproche que font les sociologues souvent aux biologistes, hein, ils parlent de naturalisme pour désigner ça, que je suis en train de justifier le viol. Pas du tout. C'est injustifiable. Ce que je veux au contraire, c'est le réduire. Mais pour le réduire, je dois comprendre ce qu'il est et d'où il vient. C'est comme si je parle de la plaque dentaire, hein. Je parle de la plaque dentaire, je dis que les bactéries se déposent sur les dents, que la croûte de bactéries devient de plus en plus épaisse, et qu'au bout de 5-6 jours s'installent au cœur de la plaque des bactéries qui vont émettre de l'acide, qui va donc se concentrer contre la dent, parce qu'il y a tout plein de bactéries autour, ça risque pas de repartir vers la salive, et qui vont arriver à faire des trous dans les dents. Et ça s'appelle des caries. Bon, quand je décris ça, je suis pas en train de justifier la plaque dentaire, hein. Je suis juste en train plutôt de vous donner envie de l'éviter et de suggérer un moyen qui est de se brosser les dents régulièrement. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans une, comme on l'a souvent dit, chercher les racines biologiques de notre sexualité, c'est pas les justifier. C'est savoir exactement ce qu'on risque de faire par défaut pour choisir librement ce que l'on ne veut pas faire culturellement. Je termine avec des choses qui sont pas drôles, toujours à propos du quotidien. Hein, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes martiaux, comme on dit, c'est-à-dire des problèmes de fer. Alors là, bon, c'est atroce, mais ça montre à quel point on est construit par le passé. En fait, historiquement, dans l'espèce humaine, les femmes, elles sont enceintes régulièrement, notamment à cause de l'attitude un petit peu harcelante, hein, des hommes. Ensuite, elles allaitent, et tout ça, c'est des périodes où elles n'ont pas de cycle menstruel. Or, à chaque cycle menstruel, on perd du fer, et on a un léger risque de cancer du sein ou de l'utérus, parce que les cellules se multiplient et c'est un moment où il peut y avoir des mutations. La femme ancestrale, et on trouve des exemples semblables dans les populations aborigènes encore, hein, en Australie, ben elle est très souvent enceinte, ou allaitante, elle a peu de cycles. Une femme aborigène, elle a 180 cycles dans sa vie. 180 cycles menstruels. Elle perd donc moins de fer, elle risque moins de cancer. Une femme nord-américaine, c'est 450 cycles. Pourquoi? Bah parce que on a effectivement, on n'est pas obligé de se faire des enfants chaque fois qu'on a une relation sexuelle. L'allaitement n'est plus une obligation, c'est quelque chose que font les femmes si elles ont envie, mais elles ne sont plus obligées. Et donc on finit par avoir des cycles sexuels plus fréquents à un point qui est cancérigène et qui provoque des déséquilibres en fer. Alors, entendons-nous, tout ça, hein, ça se gère. Il y a des préventions, on peut regarder les risques de cancer, enfin, on peut passer en analyse préventive pour les cancers du sein, pour les cancers de l'utérus. On peut très bien aussi, au niveau du fer, avoir des compléments. Ça se gère, d'accord? Je suis pas en train de dire qu'il faut que les femmes aient des enfants ou soient en train d'allaiter tout le temps. C'est pas ça. Vous voyez, là et encore, il y a des risques de débordement. On va dire, ouais, non, mais Marc-André, ce qu'il dit, c'est le début de... Putain, non! Je veux pas que ce soit le cas, mais je veux gérer les effets de bord. C'est-à-dire, le fait que quand on change quelque chose parce qu'on pense culturellement que c'est un mieux, comme c'est un changement, on n'y est pas forcément adapté. Voilà. Et donc, il y a des cas où on va continuer le changement et compenser.
je viens de citer par exemple l'apport de fer aux femmes ou la détection des cancers sexuels chez la femme. Voilà. Puis il y a des fois, par contre, où on va se dire, ah non, non, alors là, par contre, c'est absolument pas possible. Bon, on parle dans le livre notamment de la toxicité des plastiques, qui en se délitant en microplastiques, puis en petites molécules qui sont des cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens, abîment notre santé. On pourrait parler des fameux polluants éternels. D'ailleurs, le gouvernement a opéré face à la réglementation de ces polluants éternels, ces composés fluoroalkylés, hein, les PFAS, on dit aussi des fois. Enfin, on peut les appeler polluants éternels en français ou composés fluoroalkylés. Ça défigure rien. Ces composants qui ne sont pas dégradés dans l'environnement et qui sont toxiques pour l'homme, et que le gouvernement a honteusement, le gouvernement français a honteusement hésité à réguler en termes de production, bah, là, il n'y a pas photo. Tous ces trucs-là, plastique, polluants éternels, c'est non. C'est non. Parce qu'on ne sait pas s'adapter à ça culturellement, et biologiquement, nous sommes les premières victimes. Il n'y a pas que le reste de la biodiversité qui est en train. Donc, il y a des moments où cette vision évolutive nous permet aussi de comprendre que certains de nos gestes ne sont pas autorisés. Mais d'autres fois, ils le sont, ou bah, à la condition qu'on pense. Et du coup, tu parlais justement de cette partie biologique où, en effet, il ne faut pas oublier d'où on vient pour euh, mettre en place aussi des manières de compenser, on va dire, par cette partie culturelle. Mais à quel moment tu te retrouves à passer un cap plutôt qu'un autre? Si par exemple, tu parlais d'exemples de la des femmes ou d'autres types d'exemples, etc. avant, à quel moment tu, bien entendu, tu as cette compréhension, c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir comment est-ce qu'on peut agir par la suite, qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour aider, on va dire, l'homme, mais sans passer dans l'excès dont on parlait aussi juste avant, les antibiotiques par exemple. Comment est-ce que tu fais la part des choses entre les deux? Je suis pas sûr de bien comprendre ta question. Si Ouais. tu veux, à un moment, c'est quand même une décision citoyenne, Mm. d'accord? L'expert, il peut peser sur cette décision en disant non, là, ça, c'est pas possible. Attention, là, il y a tel risque qu'il va falloir compenser. Mais à un moment, la décision, elle est citoyenne, hein. J'avais sous les yeux hier, et je pense que je peux la retrouver, une très jolie citation de Pierre-Gilles de Gênes à propos de, du rôle du scientifique dans nos sociétés. Et voilà ce qu'il dit Pierre-Gilles de Gênes. Je trouve que c'est assez intéressant. Il dit la principale responsabilité publique du savant, c'est d'informer sans retard ses concitoyens. Mais les hommes de science n'ont pas à décider de ce qui est bon ou mauvais pour leurs contemporains. Dans une démocratie, la responsabilité des choix qui engagent une société appartient aux citoyens et à leurs élus. Voilà, alors le commentaire que j'ajouterais moi, c'est que la liberté de choix ne s'exerce vraiment que quand on sait les conséquences des choix. C'est-à-dire quand on sait vraiment ce qu'impliquent les choix. Sinon, si c'est juste envoyer un pied en l'air et regarder si elle redescend sur côté face ou côté pile, là, c'est pas un choix en fait. C'est pas un choix. C'est Mm. des conneries. Et malheureusement, ce que j'observe, et je peux pas toujours leur reprocher, c'est que mes concitoyens, souvent, ils choisissent sans avoir réellement toutes les données en main pour comprendre les implications, au moins les implications que l'on a devinées au moment où ils font leur choix. Et c'est dommage parce qu'ils ont payé de leurs impôts une recherche qui leur donne des outils pour décider qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas, et ils n'utilisent pas ces outils qu'ils ont payés. Donc déjà, c'est complètement absurde. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ils ne sont pas libres à ce moment. On n'est pas libre quand on n'est pas informé. Et moi, je m'inquiète beaucoup de voir que l'information scientifique passe pas. Et je suis encore plus inquiet comme citoyen, et là je quitte ma casquette de scientifique, donc je retire mes lunettes pour que ce soit bien clair. Je vois de plus en plus de médias qui passent aux mains de gens puissants, qui imposent à ces médias des lignes éditoriales. Et j'ai très peur que le syndrome qui est déjà développé en partie aux États-Unis, beaucoup en Grande-Bretagne et beaucoup en Italie, où la mésinformation domine parce que l'information elle est dogmatique, issue du dogme, j'ai très peur que mon pays soit guetté par ça. Parce qu'il n'y a pas que en science qu'on a besoin d'être informé. La liberté d'information, c'est vraiment le début de la liberté parce que ça permet de comprendre les implications des choix. Et aujourd'hui, il y a quand même des choix qui traînent sur la table qui sont pas neutres en implication, hein. Ouais, ouais. Je veux dire, quand, ouais, voilà. Enfin, donc on va pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même des choses euh, qui risquent de nous manquer faute d'une information vraiment libre ou généralement libre dans les temps qui viennent. Non, mais ouais, en gros, pour comprendre vraiment cette évolution qui disait notamment qui est bioculturelle, donc qui vient de la culture, mais également
de la biologie pour comprendre d'où on vient, pour ensuite que la société mette en place les actions adéquates par rapport à cette connaissance euh, adéquate et assumée. C'est-à-dire, quand on connaît, on est capable de dire qu'est-ce qu'on doit faire, mais Voilà, quand on a cette consciente. connaissance-là, voilà, en conscience, pour pouvoir mettre en place ces différentes actions. Par rapport à l'homme, plus concrètement, donc, voilà, on évolue de manière différente, qui sont tout aussi importantes sur l'homme. Quel est le lien plus globalement, parce qu'on parlait de biologie, on parle culturel, mais quand on revient à la question de nature, précisément, euh, quelles sont alors, une question très globale, une question, mais on pourrait avoir des réponses très longues. Euh, Quels sont les liens entre la nature et l'homme concrètement et à quel point ça nous impacte? Bah, ces liens qu'on ne voit plus, ils sont extraordinairement puissants parce que l'autonomie n'existe pas. Alors dans le livre, je bouffonne Ouais, avec Seul sur Mars, où effectivement, Matt Damon, il n'est pas seul sur Mars, hein. Il est avec ses patates. Et même d'ailleurs, pour que les patates poussent, il est obligé d'ouvrir des sachets de crottes de ses compagnons d'expédition qu'il va mélanger au sol martien. Et en fait, là, il amène de la matière organique, de l'azote, du phosphate, ok, mais aussi des microbes. Et donc, il n'est pas du tout seul sur Mars, on n'est jamais seul. Bon, nos liens au monde se déclinent en lien vers le monde externe. Il suffit d'ouvrir son frigo et de faire ce que j'appelle la méditation du frigo pour s'apercevoir qu'on dépend de plein d'espèces qu'on va manger ou qui font nos emballages. D'ailleurs, là, il y a du coton, hein, et de la corne. Donc, il y a aussi des matériaux qui nous montrent à quel point on est dépendant de plein d'espèces. Bon, derrière moi, il y a aussi des espèces ornementales. C'est pas une dépendance forte, mais enfin, quand même, elles sont là, c'est pas désagréable. C'est pas pour rien qu'elles sont plantées. Et donc, on est dépendant de plein d'espèces et donc on est membre de tout un tas d'écosystèmes où nous sommes des consommateurs, même si on est à distance, où nous sommes dans les chaînes trophiques, où nous allons piocher des choses. Donc, dans la méditation du frigo, ça peut être intéressant d'imaginer ces écosystèmes lointains, des, des lacs, des mers littorales pour le poisson, des champs, des pâtures, des forêts pour certains produits alimentaires qui sont dans notre frigo. Donc, c'est important d'imaginer que, en fait, on a un lien à tout un tas d'écosystèmes lointains. Et ces liens, ils sont à ce point vrais que quand dans ces écosystèmes il y a des pollutions, bah, on en est la victime. Je cite dans le livre le fait qu'une agriculture conventionnelle utilise des engrais phosphatés contaminés par du cadmium en grande quantité, aussi bien le phosphate que le cadmium, qui est un métal lourd qui est très mauvais pour la santé, et ben ça explique que la moitié des Français sont en surdosage de cadmium, puisqu'on mange tous en moyenne 1,4 fois la dose maximale de cadmium recommandée par l'OMS. Ce cadmium, on ne le met pas dans nos assiettes, il est mis dans ces écosystèmes lointains. Sauf que comme nous, on est virtuellement dans ces écosystèmes, et ben, le fait qu'il y ait du cadmium qui pénètre dans les plantes et dans les animaux qui mangent ces plantes là-bas, ça fait que moi, parce que je suis en fait dans ces écosystèmes, et ben j'ai aussi du cadmium. Bilan, on compte que c'est un tiers des causes d'ostéoporose en France, parce que ça empêche la minéralisation, ça fait des problèmes hépatiques ou rénaux, alors difficiles à doser en termes de quantité, parce que il y a plein d'autres causes, mais et puis surtout, bah, c'est un cancérigène, et notamment, il semblerait bien que ce soit une des causes majeures de ce plus 3% de cancer du pancréas par an, un cancer qui abîme et tue très vite, hein. Donc en fait, voilà. En fait, aujourd'hui, ce lien, il existe, mais comme il n'est pas géré, bah, il n'y a guère que la toxicité qui le parcourt. Après, Parler l'autre avec. lien, c'est le lien aux écosystèmes internes. C'est-à-dire que, je le mentionnais tout à l'heure, on est habité Mm. par des microbes, dans notre tube digestif, sur notre peau, dans notre nez, dans le vagin, dans les oreilles, en fait, dans toutes les cavités et sur toutes les surfaces de notre organisme. Et on sait maintenant qu'ils contribuent à réguler aussi bien notre fonctionnement, notre métabolisme, que notre système immunitaire ou encore même notre système nerveux. Et on le sait parce qu'on s'aperçoit que c'est l'une des causes, la baisse de diversité dans les microbiotes que nous abritons, c'est une des causes des grandes maladies de la modernité, les maladies du métabolisme, comme le diabète ou l'obésité, les maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladies auto-immunes. Alors, c'est assez amusant parce que, euh, enfin, c'est amusant. Dans le cas de l'asthme, il y a des modifications et des pertes de diversité du microbiote des poumons, car même dans nos poumons, il y a des microbes qui habitent là.
des microbes bénins qui aident au fonctionnement normal, mais quand ils sont plus là, ça fonctionne plus normalement. Maladie du métabolisme, maladie du système immunitaire, maladie du système nerveux, syndrome autistique, Parkinson, Alzheimer, burn-out. En fait, ces maladies de la modernité qui touchent presque aujourd'hui un Européen sur 4 et qui ont des coûts sociétaux énormes. Eh bien, une des causes, c'est qu'on n'entretient plus la diversité microbienne en nous. Or, nous dépendons de ces écosystèmes internes, ceux-là, pour notre santé. Donc, en fait, on est à l'interface entre des écosystèmes externes et des écosystèmes internes. On dépend d'espèces qui sont dehors un peu partout, dedans un peu partout, pour fonctionner normalement. Et ça, bon, bah maintenant, on le comprend. Mais on évoquait tout à l'heure ces produits ménagers qui tuent toutes les bactéries. On évoquait juste à l'instant l'utilisation d'engrais minéraux dont les phosphates sont contaminés au cadmium. En réalité, la prise de conscience que la santé de ces écosystèmes est vitale pour notre santé, ou en tout cas leur mode de fonctionnement est vital pour notre santé, ça ne vient pas. Alors ça vient un peu avec le grand mouvement One Health, une seule santé, qui présente et entrevoit et gère ensuite la santé humaine comme le résultat de la santé de tout ce qui l'entoure. Ok, très bien. Je trouve que ça, et bien qu'avec quelques collègues, on ait fait des capsules qui servent de module en ligne pour pratiquement toutes les facs de médecine de France, ça reste quand même pas mainstream, comme on dit, hein. Ça reste pas très répandu comme idée ou comme pratique. Mais oui, on est en interdépendance et tous les êtres vivants sont en dépendance avec le reste du vivant. Et tu parlais de microbiote juste avant, juste pour y revenir avant de parler d'un autre sujet. Comment est-ce qu'on peut prendre soin un peu d'un microbiote? Tu parlais justement de l'amont, d'agir sur différents écosystèmes, parce qu'on est lié à l'écosystème et peut-être d'agir en amont fait qu'on a moins d'impact après sur le microbiote. Mais si on parle de la situation actuelle, voilà, elle est stable, on voit cet impact-là, mais bien entendu, les faire évoluer. Quelles sont un peu les bonnes pratiques que tu aurais de ton côté? Alors, comme toujours, c'est un bon exemple de la façon dont une analyse biologique ou écologique des choses débouche sur certains interdits, effectivement, mais aussi sur certains possibles positifs. C'est important, hein, parce que les crétins, je sais à qui je pense, qui parlent d'écologie punitive, parce qu'il y en a un qui nous a parlé de ça hier soir, en ce jour de résultat d'élection, en finir avec l'écologie punitive. Ce qui est punitif, c'est l'écologie qui est mal gérée. Déjà, un cancer du pancréas, c'est une sacrée punition. Ok. Par contre, l'écologie, elle est aussi de proposition. Elle offre des possibles vraiment utiles et importants à mettre en perspective. Alors, que faire? On pense d'emblée aux antibiotiques. On se dit, ah oui, les antibiotiques. Bon, bah non. Malheureusement, ce n'est pas les antibiotiques qui abîment le plus les microbiotes de notre tube digestif et de notre organisme. C'est des choses qu'on a dans l'alimentation, voire des produits qu'on se met sur la peau, les conservateurs, antioxydants ou antimicrobiens. Bon, alors là, on comprend mieux. Les émulsifiants qu'on a dans des aliments, mais aussi dans des crèmes qu'on met sur la peau, hein, pour que la matière grasse reste bien mélangée à l'eau. Et puis les édulcorants, ça on n'en a pas sur dans les produits qu'on met sur la peau, mais on en a dans l'alimentation. Donc on a tout un tas de produits qu'on a introduits dans notre alimentation parce que ça y était pas avant, ou en tout cas qu'on a mis en plus grande quantité, et là il y a des microbes qui sont pas adaptés à ça, voilà, donc ça rate. Ça c'est la première chose. Parce que les antibiotiques, s'ils sont bien prescrits, au moment où on les prend, de toute façon il n'y a pas le choix. Et assez souvent, après les antibiotiques, il y a une résilience. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas intérêt à prescrire quelques microbes, les probiotiques comme on les appelle, à prendre après l'antibiothérapie. Bien. Il y a même un truc d'ailleurs, un vieux truc qui marche très bien, c'est l'ultralevure, une levure que l'on mange en même temps qu'on prend ces antibiotiques et qui aide indirectement, parce qu'elle ne s'installe pas elle-même, à la restauration d'un microbiote diversifié. Donc, les antibiotiques, c'est pas automatique, ok, mais c'est pas le problème majeur. L'autre grand problème majeur, c'est qu'on vit entouré de surfaces complètement nettoyées. On a même pour se rincer la bouche ou pour mettre sur la peau des produits qui tuent 99,99% des microbes. C'est un argument publicitaire, alors que ça veut dire que c'est plus cher parce qu'il y a un produit qui tue les microbes, et deux, ça veut dire que c'est pas bon pour la santé. Je terminerai sur le gel hydroalcoolique dont on a parlé tout à l'heure, qui est très utile en période de grippe et de gastro, mais qui est complètement inutile contre la Covid, et qui est pas bon du tout pour le microbiote de la peau.
Donc, il ne devrait apparaître qu'à certains moments de l'hiver où grippe et gastro-entérite sont présents. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc des gestes qui font qu'autour de nous, c'est le désert microbien, donc on risque pas d'être colonisé. Voilà, on n'est pas obligé de manger que des aliments cuits. Si on les a bien nettoyés, des aliments crus, ça va aussi. Ensuite, ça c'est les gestes qui sont plutôt à proscrire, y compris donc des gestes qui font acheter des produits d'entretien ou de beauté sous forme liquide, où il va y avoir des conservateurs et des émulsifiants, alors que si on les achète sous forme solide, je pense à un savon par exemple, eh bien, il n'y aura pas de problème de conservateur, en tout cas beaucoup moins, et parce que quand il n'y a pas d'eau, les oxydations se font moins vite, les microbes s'installent moins bien. Donc, il y a des interdits, et alors en plus, ce qui est bien, c'est que si on commence à interdire les formes liquides des produits de beauté et des produits d'entretien, ou en tout cas en utiliser le moins possible, ça coûte moins cher de les transporter, donc c'est bon pour la planète. Ensuite, il n'y a plus besoin de les mettre dans des emballages plastiques comme des bouteilles plastiques, c'est bon pour la planète. Et en fait, bon pour la planète, si on m'a compris dans ma réponse précédente, c'est bon pour nous. Hein. Puisque donc, le plastique, on n'en veut pas dans notre environnement, et l'effet de serre, on n'en veut pas non plus dans notre vie. Donc, je reprends. Il y a des solutions qui sont d'éviter tout ce qui contient au maximum les conservateurs, les émulsifiants, les édulcorants. Et puis, il y a des solutions positives. Alors, les solutions positives, elles renvoient notamment à cette idée de manger 5 fruits ou légumes par jour, 5 portions, c'est-à-dire des portions de 90 grammes. Et souvent, quand on a dit ça aux gens en les prenant pour des cons, et donc ça marche pas, parce que quand on prend les gens pour des cons, c'est la meilleure façon pour qu'ils se comportent comme des cons. On a dit non, il faut manger des fruits et des légumes. Pourquoi? Alors, on sait vaguement que ça améliore le transit digestif. Ce qui est d'ailleurs vrai, mais c'est vraiment une des conséquences mineures. Souvent d'ailleurs les gens ont une représentation de ça, ils disent oui, les fibres c'est un gel qui va aider les crottes à sortir. Tu parles. En réalité, les fibres qu'il y a dans les végétaux, les fibres c'est des choses qu'on a dans les fruits ou dans les légumes, et dont les Français ne mangent que la moitié de la dose recommandée par l'OMS, les fibres, ce sont des choses qu'on ne digère pas nous, mais que digèrent nos microbes. Et donc, comme nos microbes digèrent ça, eux, ils s'en nourrissent et ils sont capables de s'installer et de rester là puisqu'ils sont nourris. Par contre, si on n'en mange pas, il y a certains microbes qui meurent faute d'aliments. Donc, en fait, il faut prendre des fibres pour nourrir ces microbes. Ces microbes, à leur tour, ils émettent des molécules qui vont réguler tout un tas de choses sur notre humeur, sur notre système immunitaire. Un des détails, c'est que ça empêche notamment le système immunitaire de faire ce qu'on appelle les états pro-inflammatoires. Alors les états pro-inflammatoires, c'est les états où il attaque un truc un peu pour rien, du coup ça crée de l'inflammation, qui appelle de l'inflammation, et ces états-là peuvent déboucher, parce que les molécules utilisées par le système immunitaire ont une certaine toxicité enfin elles sont un petit peu mutagènes, ça peut déboucher, pas nécessairement, mais ça favorise des cancers. Oui, donc c'est carrément ça dont on parle, c'est même de la prévention des cancers. Et donc, un système immunitaire qui fonctionne mieux, c'est un système immunitaire qui va répondre uniquement à des attaques, à des vraies attaques et pas à n'importe quoi. Il y a plein d'autres effets positifs de ces microbes entretenus par les fibres. L'un d'entre eux, c'est un meilleur fonctionnement de la musculature intestinale et c'est ça qui améliore le transit. Mais c'est un détail. C'est peut-être ce qu'on sent le plus, mais c'est ce qui est le moins important à moyen terme. Alors, quels végétaux faut-il manger pour ça? En fait, chaque végétaux a des fibres différentes et chaque fibre différente nourrit et entretient des microbes différents. Donc, il faut manger entre 20 et 25 végétaux différents par semaine. Céréales comprises. C'est pas toujours facile en hiver si on veut manger local. En été, par contre, c'est relativement facile. Bref, tout ça pour dire qu'on vient de parler d'entretenir la biodiversité microbienne, et dans les outils, on a trouvé la diversité alimentaire. C'est beau, parce qu'on voit que comment bien gérer notre dépendance à nos écosystèmes internes, la réponse, c'est en partie de bien gérer notre dépendance aux espèces et aux écosystèmes externes. Et ça, c'est une solution vraiment intéressante, qui fait qu'aujourd'hui, il faut manger plus végétal. Et la recommandation du jour, alors là, on tombe dans le quotidien, mais c'est quand même un truc qu'il faut dire, c'est l'appétit se venge sur les plantes. C'est d'ailleurs une vieille recette de certaines zones pauvres en France, comme le Pilat, le mont du Pilat, près de Saint-Étienne. On commence par les légumes. On commence par une soupe, des salades, des légumes, et après, on entame la viande. C'est-à-dire que quand on est rassasié en volume, quand on commence à être rassasié en volume, on complète par la viande, dont on mange beaucoup trop en France, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose d'un aliment utile et puis agréable. Simplement, on le consomme au second ordre.
une fois qu'on a commencé à remplir son tube digestif. Et après, on consomme si on en a envie, si on n'en a pas envie. On respecte tous les choix. L'idée, c'est qu'on est omnivore, et donc c'est pas bête de manger de la viande. Sinon, il faut compenser d'une autre façon. Et en plus, la viande, un élevage extensif, on en a besoin pour plein de raisons techniques en agriculture, comme la production de fumier, qui est l'alternative aux engrais minéraux dont je parlais. Et donc, Ouais. on se disait qu'il faudrait peut-être en mettre moins parce qu'ils amènent du cadmium. Donc, pour résumer, voilà. Donc, ça se débouche sur des façons de manger. C'est con, mais en réalité, la connaissance de la biologie et de l'écologie débouche sur des gestes du quotidien. C'est pas une abstraction. Et tant qu'on pense que c'est des vagues théories que certains manipulent, éventuellement d'ailleurs de façon dogmatique, quand on pense que c'est de l'activisme, on se trompe. C'est une façon de revisiter ses choix au quotidien. C'est intime, en fait. C'est intéressant de voir qu'en fait, on est dépendant d'une part en amont des différents écosystèmes et qu'on est aussi dépendant de notre consommation qui résulte de ces écosystèmes pour être en meilleure santé, pour être plus, de manière plus globale et bien entendu après ça a un impact sur l'environnement par la suite. Donc c'est vraiment une boucle vertueuse. Donc le fait de comprendre cette relation fait que on est capable de pouvoir prendre un peu de cette hauteur-là et de comprendre qu'il n'y a pas d'écologie punitive, que tout va une, une manière un peu de gommer ce qu'on a pu moins bien faire les dernières décennies pour arriver à retrouver une logique derrière tout ça. Euh, on parlait du coup de l'impact des écosystèmes dans l'homme. Par contre, on n'est pas du tout autonome, t'en parles pas mal dans le livre en effet. Quel impact a l'homme plus précisément aussi sur les écosystèmes? À quel point on est les responsables de cette perte de biodiversité, en tout cas de l'évolution de cette biodiversité de manière plus globale? Alors, d'une façon générale, il faut bien comprendre que la biodiversité, c'est pas qu'une liste d'espèces. Déjà, dans la biodiversité, il y a aussi la diversité génétique, hein, faut pas oublier ça. Parce que des individus différents d'une espèce sont pas forcément génétiquement identiques. Deux hommes pris au hasard diffèrent de 1% de leur génome. Deux bactéries de la même espèce pris au hasard peuvent diverger de jusqu'à 25% de leur génome. Hein. Et donc des espèces chez lesquelles la diversité génétique entre individus est beaucoup plus grande. Bon. Donc il y a la diversité génétique, la diversité des espèces, et tout ça, en fait, c'est qu'un aspect de la diversité. En réalité, la diversité, c'est surtout un mécanisme. Ou des mutations, le fait que quand on se reproduit, on ne fait pas des descendants identiques. Je veux dire, quand moi et ma femme, on fait un enfant, cet enfant, il hérite d'un certain nombre de nos traits, mais pas tous. Et donc, il est un mélange original, qui va être différent génétiquement, et donc c'est la diversité de ses parents. Parce qu'il a des gènes de l'un et de l'autre, mais pas tous les gènes de l'un et tous les gènes de l'autre, et donc il est différent. Donc, on a des mutations, on a des phénomènes de reproduction dites sexuées, hein, on fait des descendants qui sont un peu différents, qui fait que tout le temps, il y a de la diversité qui apparaît. Et dans cette diversité qui apparaît, il y a un grand tri par la sélection naturelle. Et donc, il y a des choses qui sont éliminées, c'est-à-dire qu'elles meurent tout de suite, enfin, des êtres vivants qui sont éliminés parce qu'ils meurent tout de suite, ou alors ils font moins de descendants que les autres parce qu'ils ne sont pas bien adaptés, et leurs descendants s'éteignent petit à petit, c'est-à-dire qu'au bout de quelques générations, ils n'ont plus de descendants, c'est de l'extinction aussi, et puis il y en a qui réussissent à avoir des descendants, plus ou moins de descendants, et qui donc sont un peu les gagnants de l'évolution. Ce qu'on voit, c'est les descendants des gagnants de l'évolution, avec un petit détail, c'est que c'est les gagnants de l'évolution au sens des gagnants des conditions d'hier. Si, et c'est très important de comprendre ça, parce que si aujourd'hui les conditions changent, par exemple le climat, eh bien les gagnants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Or, le monde il change pour deux raisons. D'abord, mais c'est lent, le milieu physico-chimique change. Le climat peut changer, par exemple. Mais ça, c'est lent. Même en ce moment, ce qui change le plus vite, c'est l'évolution des autres espèces. Or, il faut être adapté aux autres espèces. Par exemple, on voit apparaître, brutalement, à partir de nulle part, le virus de la Covid. On a vu apparaître le virus du sida. Donc, en fait, la deuxième cause, la deuxième chose qui fait qu'à chaque instant, il y a une nouvelle sélection, les règles de la sélection changent, c'est les maladies. C'est les liens avec les autres espèces. Bon. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'homme est partout et dans tous les milieux, il fait des choses qui ne se faisaient pas avant. Les espèces vont être sélectionnées petit à petit.
Elles vont être sélectionnées parce que quand on introduit des molécules toxiques dans le milieu, il y en a qui les supportent pas. Elles vont être sélectionnées parce que quand on laboure, il y en a qui supportent pas le labour. Ça n'existait pas avant. Alors en fait, elles sont confrontées au problème que je disais tout à l'heure. Leur milieu change parce qu'il y a une espèce qui a changé. Et quelque part, elles ont besoin de s'adapter à nous. Donc, on voit plein de cas où il y a de moins en moins d'individus adaptés. Ça explique que 30%, que 80% des insectes aient disparu en 30 ans en Europe, ou que 15% des oiseaux aient disparu en 30 ans. Pardon, je vais y arriver. 30% des oiseaux aient disparu en 15 ans en Europe, 80% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux en 15 ans, c'est parce qu'ils ne sont pas adaptés aux nouveaux paysages, aux pesticides et à tout ce qu'on fait. Voilà, il y en a qui sont sélectionnés négativement. Et donc, il y en a moins qui ont des descendants, il y a moins d'individus. Alors, le drame, c'est que comme il y a moins d'individus, il y a moins de diversité génétique. Donc, s'il y a encore d'autres changements, il y aura moins de chances qu'il y ait des individus adaptés, puisqu'il y a moins d'individus. Et que c'est un petit peu par hasard qu'on est adapté à quelque chose qu'on n'a pas, que nos ancêtres n'ont pas rencontré avant. Bref, ce mécanisme de l'évolution, il explique que la biodiversité est générée en permanence, et puis que quand il y a de nouvelles règles de sélection, eh bien, il y a moins de diversité qui va survivre. Et nous, on est dans ce processus où la biodiversité n'est pas en train de s'éteindre. Simplement, il y en a moins parce que on introduit plein de règles de sélection nouvelles, plein de règles du jeu nouvelles à laquelle certains individus ou certaines espèces en entier ne répondent pas. Alors, si on regarde le rapport de l'IPBES, qui est cette plateforme intergouvernementale qui s'occupe de la biodiversité, qui est un peu l'équivalent du GIEC pour le climat, mais qui, elle, s'occupe de la biodiversité, le tiers des extinctions est lié à la disparition des milieux, par exemple quand on coupe la forêt amazonienne ou quand on rebouche des zones humides. 25%, le quart des extinctions est lié à la surconsommation par l'homme, par exemple la surpêche ou la surchasse ou la surcueillette qui va détruire des espèces et éventuellement les conduire à l'extinction. 14% des extinctions sont liées aux pollutions chimiques, 14% des extinctions sont liées au changement climatique, et un petit 11% finalement à ces espèces introduites qui prolifèrent, les espèces dites envahissantes, qui remplacent les espèces locales et qui éventuellement ne nourrissent plus les organismes que nourrissaient les espèces locales. Bref, voilà les grandes causes d'extinction, et c'est juste une loi de l'évolution, mais moi je voudrais aller plus loin. Des extinctions, il y en a eu dans l'histoire du vivant. Il y a même eu des... Alors, aujourd'hui, par exemple, en termes d'espèces, on a perdu, selon les groupes, entre 5 et 10% des espèces. C'est rien par rapport à des extinctions qu'il y a eu autrefois, où on a perdu jusqu'à 95% des espèces. Alors souvent les gens me disent, oui, mais cette extinction-là va beaucoup plus vite que les précédentes, elle va 100 à 1000 fois plus vite. Oui, mais on s'en fout. La question, c'est qu'est-ce qui reste comme espèce? Et pour l'instant, on n'a pas perdu autant d'espèces que, par contre, on en avait perdu, par exemple, à la fin du Permien. Et le truc, c'est que, en fait, la biodiversité ne risque pas vraiment de s'éteindre. Il y a tellement d'espèces vivantes, notamment des microbes. Ne pensez pas qu'aux plantes et aux animaux. Il y a des millions, des centaines de millions d'espèces de microbes. Il y a tellement d'espèces vivantes qu'on ne pourra pas toutes les tuer. C'est pas possible. La biodiversité, elle va survivre et elle va se remultiplier et réaugmenter, même si elle va passer par un creux. Non, 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 il n'y a pas de crise de la biodiversité. C'est faux parce que c'est pire. La crise qu'il y a, c'est une crise de l'humanité. Je m'explique. Quand on voit disparaître certaines espèces, nous, on va moins bien. La qualité de notre eau est moins bien gérée par les sols qui filtrent l'eau. La qualité de notre alimentation n'est plus la même parce qu'on est obligé de remplacer des microbes du sol qui nourrissaient les plantes par des apports d'engrais minéraux. La qualité de notre vie n'est plus la même parce que notre microbiote, oui, tout à l'heure j'ai parlé du microbiote qui est témoin divers, d'accord? Il y a en gros notre microbiote 1,5 à 3 fois moins diversifié que celui de nos ancêtres, ou de gens qui aujourd'hui vivent pas à l'occidental. Le bilan, c'est que nous, on n'est pas en bonne santé, et cette histoire de perte de biodiversité du microbiote, c'est peut-être l'endroit où on voit le mieux que le problème, c'est que ça abîme l'humanité, ça abîme notre santé, notre qualité de vie, ou notre durée de vie. Et c'est ça le truc important, c'est que la crise qu'il y a aujourd'hui, c'est une crise de l'humanité au sens où le monde commence à ne plus être vivable et utilisable comme il était avant. La biodiversité, elle va s'en remettre. Dire qu'il y a une crise de la biodiversité, c'est encore penser qu'il y a la nature dans un coin et l'homme dans un autre coin. Ah oui, tiens, là-bas, il y a une crise. Mais non! Là-bas, il y a une fluctuation comme il y a déjà eu, même si elle est plus rapide que les autres. La biodiversité y survivra. Ce qui peut ne pas y survivre, c'est la possibilité pour l'homme de vivre en bonne santé et dans des conditions décentes. C'est ça l'ambition de ceux qui luttent pour la biodiversité. C'est une lutte pour l'homme, en fait.
Et quand on a compris que l'homme est intrinsèquement lié à la nature et qu'il en est le résultat, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, hein, ben on comprend que finalement, lutter pour que certaines choses continuent à s'opérer dans la nature, eh bien c'est lutter pour l'homme. C'est une forme d'humanisme. Et j'en viens aux gens qui parlent de l'écologie punitive en disant non, non, nous on s'occupe du bonheur des Français, on ne veut pas d'écologie punitive. Je dis à ces trous-ducs, parce que c'est des gens qui ont tout simplement pas fait d'études. Et donc, moi je comprends qu'on n'ait pas fait d'études. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'études en plomberie. Donc, quand il y a un problème de plomberie chez moi, j'appelle un plombier. Moi, j'ai pas fait d'études en menuiserie. Donc, quand j'ai un pet sur le meuble, un meuble qui me vient de mes grands-parents auquel je tiens beaucoup, j'appelle un professionnel. Ces trous-ducs, disais-je, qui disent s'occuper du bien-être des Français, ils n'ont pas compris que l'écologie, c'est le bien-être. Putain, quand tu meurs d'un cancer du pancréas, ou quand tu fais 2 fois le poids que tu devrais faire, et que donc tu fais moins d'enfants, et tu t'es essoufflé dès que tu vas faire tes courses, et que tu vas crever à 50 ans, c'est ça le bien-être des Français. Non mais il faut pas se foutre du monde. À un moment, la qualité de notre lien au vivant, c'est la qualité de notre vie. Et ça, il faut le comprendre. L'écologie punitive, c'est nous de ceux qui n'ont rien compris. Bien sûr, l'écologie interdit des choses, mais en même temps, elle en permet d'autres. Et de toute façon, permis ou interdit, c'est de la qualité de la vie des gens, c'est de la vie des gens qu'on parle. Tout autre discours n'est pas important. Moi, je suis un humaniste, je parle de l'homme à l'homme. Et comme l'homme est dans la nature, intrinsèquement lié à la nature, ben, j'ai pas le choix, je suis obligé de parler de la nature. Et pourquoi est-ce que justement on ignore ces liens, la biodiversité, la nature, tout ça? Pourquoi? Bon, alors je vois où tu veux en venir, parce que on l'a déjà un peu évoqué au départ, il y a ce problème de formation, quoi. On est formé avec cette espèce de bain culturel où il y a l'homme et la nature, c'est séparé. De toute façon, l'homme arrivera toujours à gérer la nature. Du coup, on croit qu'avec des gestes technologiques ou chimiques, on va compenser. Ça, c'est notre bain culturel. Et puis, il y a cette absence d'acculturation dans l'éducation où on n'a pas assez de formation au vivant. Et c'est dramatique, notamment qu'il n'y ait pas de formation au vivant. Alors, il y en a ponctuellement, parce qu'il y a des professeurs des écoles qui le font par eux-mêmes. Il n'y en a pas vraiment dans les programmes du primaire. Et ça veut dire que le premier bain de nos gamins est un bain qui est souvent dépourvu de sciences, et en particulier dépourvu de sciences du vivant. Alors entendons-nous, il ne s'agit pas d'apprendre la photosynthèse en CP, hein. C'est pas ça. Mais l'idée c'est, et d'ailleurs pas que avec de la biologie, hein, avec des sciences ou des disciplines artistiques, hein, avec de l'observation, de la peinture, de la description, ça permettra de manipuler un peu de français par exemple, prendre conscience de ce que c'est que le vivant, aller voir des arbres, aller voir des forêts, aller voir des champs, aller voir des animaux, une sorte au primaire de contact qui compenserait le fait que, comme je le disais, ben, nous vivons très loin de la nature et que éventuellement, ben, on n'a pas d'agriculteur dans la famille, on n'a pas de bûcheron dans la famille, donc on sait pas, on n'a pas la chance de savoir ce que c'est que la nature par le biais de l'expérience que cela pourrait nous en ramener ou de l'initiation qu'il pourrait nous donner. Donc il faut absolument, c'est avoir un contact au primaire qui crée l'objet vivant, qui crée l'objet nature dans notre périmètre comme quelque chose euh, de plus connu, de plus intime, de plus perçu, et qui ouvre la porte à des questions qu'on pourrait résoudre dans le secondaire avec un peu plus d'une heure par semaine, please. Hein. C'est important parce que on doit gérer la santé, la vie sexuelle, l'impact sur l'environnement, les gestes de consommation en 1 heure par semaine. Ce n'est pas faisable. Et ça explique le désastre auquel on est arrivé. En d'autres termes, nous vivons dans une société qui pense que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter, et qui se gourre, parce qu'elle se dit que les fondamentaux sont des choses centrées sur l'homme et la société, et qui négligent complètement que l'homme et la société sont étroitement liés à la nature. Et donc, il serait temps d'ajouter à ces choses qui sont sans doute fondamentales, c'est pas ce qu'on discute, mais la liste des fondamentaux n'est pas complète. Il serait temps d'ajouter notre lien au vivant, de le créer vraiment. Et d'ailleurs, rapidement, on verra que sans capacité de lire, écrire et compter, on n'arrive pas à comprendre le vivant ou à le décrire. Et donc, ça peut être une façon de revenir sur ces autres fondamentaux et peut-être d'arriver à les gérer mieux. Parce qu'aujourd'hui, on les gère un petit peu de façon acharnée, comme le solfège fut autrefois géré dans les conservatoires, du genre 15 ans de solfège avant de toucher une guitare. Super. Lire, écrire et compter, quand c'est incarné dans des pratiques, et il n'y a pas d'ailleurs que la biologie hein, qui peut aider, il y a des pratiques, enfin il y a des questions sur des objets beaucoup plus sociétaux, comme l'économie, bref.
les fondamentaux de lire, écrire et compter sont beaucoup mieux gérés quand ils le seront au détour de questions qui interrogent l'élève dans sa vie quotidienne et dans son ressenti quotidien. Et notamment, une des choses, c'est construire un lien à la nature et utiliser ce lien à la nature pour aller vers des fondamentaux qui sont lire, écrire, compter, mais aussi bien savoir observer et savoir faire des expériences, tenir compte des expériences qu'ont fait les autres. Je propose de rester sur ces paroles-là, en effet, parce que ça permet d'avoir des actions dans le futur. Ça permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut agir plus concrètement. On va en parler après que j'ai très bien entendu ici, sur, sur on a tous un rôle pour prendre un peu cette hauteur-là dans le futur. On a bien entendu les politiques publiques et autres d'éducation qui nous permettent de pouvoir prendre cette hauteur-là, mais dès qu'on est conscient de là, et c'est pour ça que je veux aussi te remercier aujourd'hui, dès qu'on est conscient de cette connexion entre la nature et l'homme et la nature, on se rend compte qu'en fait, on peut aussi progressivement éveiller les personnes autour de nous, mais également les nouvelles générations qui vont aussi, bien entendu, faire la suite et pouvoir préparer et en tout cas ancrer plus profondément ces liens entre la nature et l'homme plus précisément. Marc-André, par rapport aux questions de fin, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué? Un contenu, oui, c'est le livre de Jared Diamond. En anglais, c'est Gun, Germs and Steel, et en français, c'est De l'inégalité entre les sociétés. Franchement, ça visite l'histoire comme une leçon d'histoire naturelle, et c'est ça qui est génial. En fait, et moi, c'est un truc que j'ai essayé d'utiliser dans mon livre aussi, c'est raconter des histoires parce qu'en elles-mêmes, elles sont absolument prodigieuses, divertissantes, passionnantes, et il y a des choses vraiment captivantes dedans. Mais toujours, il faut les mettre au service d'une conclusion. Et là, c'est ce qu'offre Jared Diamond, l'auteur de l'inégalité entre les sociétés. Ce qu'il offre, c'est tout simplement une vision de l'histoire, une vision évolutive de l'histoire. Nickel, je mettrai le lien en description, bien entendu, avec ton livre également. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens? Ben, consommer différemment, notamment pour sa santé. Déjà directement pour sa santé. Et vu tout ce que je disais, au passage, ce sera pas forcément mauvais pour l'environnement. Un petit peu moins de viande, plus de diversité de végétaux, d'accord? Peut-être un tout petit peu moins de gaspillage, beaucoup moins de conservateurs, beaucoup moins d'émulsifiants et beaucoup moins d'édulcorants. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast? Eh ben, ce serait bien d'inviter des gens qui font de l'agriculture, qui intègrent justement euh, de la de l'écologie, hein, c'est de l'agroécologie. Alors il y a plein de formes de ça. Il y a des gens qui font du bio. J'ai un ami à moi qui a abandonné la recherche pour faire de l'agriculture biologique, Olivier Devèvre. Voilà, un type passionnant à interviewer. En plus, il fait plein d'expériences, il fait de la polyculture. Lui, il fait du bio. Ou alors, et pour équilibrer le sexe ratio, Diane Mazur-Turca, qui est une fille qui, elle, fait de l'agriculture non labourée. Elle aussi, c'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur et qui donc est revenu à la pratique. C'est intéressant parce que c'est des cursus de gens qui vont revenir à la pratique de base, hein, et qui incarnent des principes. Alors là, en l'occurrence, avec Diane Mazur-Turca, c'est l'agriculture non labourée, c'est la santé des sols. Avec plaisir pour les invités à avoir leur contact. Et je fais suite aussi à un échange que j'avais eu il y a une petite année maintenant avec Serge Saka qui me recommandait également d'aller me chercher aux côtés des agriculteurs, parce que c'est eux aussi qui ont l'action au quotidien, qui voient ce qu'il faut réaliser. Et Eh comprendre oui, l'amont, c'est quand même le plus important pour savoir comment faire et les actions. en plus, ils gèrent 66% du territoire, donc de toute façon, on ne fera pas l'écologie En sans plus, eux. c'est bien vrai, donc on en verra pas mal dans les prochaines semaines et prochains mois au sein du podcast. Je voulais te remercier encore une nouvelle fois, Marc-André, pour ton Je temps. t'en prie. Merci pour toute cette connaissance. Si on souhaite te suivre sur les réseaux, si on souhaite suivre tes différentes activités, comment est-ce qu'on peut le faire? LinkedIn, Facebook. J'ai un post par semaine, sauf pendant les vacances, où je raconte une humeur sur l'actualité, tout ce qui a été produit, comme ce podcast sera annoncé par exemple, Ouais. et tout ce que je vais faire dans la semaine et qui peut être suivi. Alors voilà, et puis il y a dans le fil de discussion l'occasion d'échanger et pour moi des fois aussi de modifier mon point de vue sur certaines choses et sur certaines formulations. C'est donc sur Facebook et LinkedIn une fois par semaine.
Trop bien. Bah, merci beaucoup. Je mettrai bien entendu les liens en description. Une nouvelle fois, merci pour ton temps, Marc-André, et à Mais très vite. merci au contraire du tien.